D'accueillir Lionel Rofast. Alors Lionel, c'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps, hein, puisque nous avons eu le plaisir, j'ai eu le plaisir de diriger sa thèse il y a maintenant 12 ans. Voilà. C'est une des premières thèses que j'ai dirigées et j'en garde un très beau souvenir. Et puis ensuite, Lionel a développé une pratique clinique et il est aujourd'hui PAST, c'est-à-dire maître de conférence associé, professionnel associé en qualité de maître de conférence à l'université de Montpellier. Et il a développé à la fois une pratique de comédien, de metteur en scène, de dramathérapeute, mais également, c'est pour ça qu'il est là ce soir de façon plus spécifique, de psychoboxeur. Voilà. Donc, alors la psychoboxe, Lionel vous en parlait plus précisément, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, Lionel est président de l'Institut national de psychoboxe, donc il occupe des fonctions nationales importantes. Et voilà, dire aussi que par ailleurs, tu as aussi une pratique de psychanalyste. Voilà, que tu tresses élégamment avec ses activités de comédien, de metteur en scène et de psychoboxeur. Je te laisse la parole. Bon, merci Jean-Michel. Je suis très heureux d'être ici. Je me demandais quand est-ce que tu m'inviterais. C'est venu plus tôt que prévu. Je pensais attendre quelques saisons encore. Je suis très heureux d'être là à plusieurs titres. D'abord pour parler de la psychoboxe, qui n'est pas forcément la pratique qui serait la plus légitime dans un séminaire de psychanalyse. Ensuite, parce que c'est Nice et que je garde. Alors, je suis passé chez les post-freudiens. Je dois vous dire que je suis entouré de post-freudiens à Montpellier qui font un travail de fond pour me faire oublier mes références lacaniennes. Mais vraiment, Nice, c'est ma maison, quoi. C'est vraiment le moment où j'ai commencé, tu parlais de ma thèse, 12 ans déjà, où j'ai commencé à réfléchir un peu vraiment, où j'ai senti que je commençais véritablement à devenir clinicien. Donc, je suis très heureux de pouvoir revenir ici en parler. Tu me permettras, Jean-Michel, je voulais faire un peu sobre, mais c'est une année un peu particulière, d'avoir une pensée d'abord pour Alain Didier Veil, sans trop non plus se répandre là-dedans, mais voilà, quelqu'un d'extrêmement important qui a sans doute orienté la clinique de beaucoup de personnes ici, et son œuvre est tellement fluide et inspirée qu'elle a pu orienter aussi beaucoup de lectures et beaucoup de directions qui peuvent apparaître différentes. C'est à ça qu'on remarque les vrais penseurs, ceux qui ne font pas de club, justement. Donc une pensée pour Alain Didier Veil et puis aussi une pensée pour Jean-Michel Vives. Je pense que je ne suis pas encore mort. Rassure-moi, c'est là. Et du coup, je pense à la filiation et en tous les cas, voilà, je voudrais dire la chance que vous avez ici d'avoir un enseignant comme Jean-Michel Vives. Voilà, c'est pas forcément pour faire de la lèche, parce que vous allez voir que si je suis pas d'accord, je peux le dire aussi. Mais vraiment, voilà, je crois que depuis que je suis à Montpellier, je peux mesurer à la fois à quel point je suis heureux de ne pas parler que de Lacan, mais surtout à quel point ce petit îlot que tu as réussi à créer avec Frédéric Vinault
est absolument inouïe. Et je ne retrouve rien de ça à Montpellier. C'est en partant qu'on s'aperçoit que les choses qu'on trouvait normales étaient juste précieuses. Voilà. Je ferme cette parenthèse pour en venir à la psychobox. Alors quand tu m'as demandé de venir parler de la psychobox, j'ai d'abord pensé à faire une sorte de présentation très technique de la psychobox. J'ai même, pour rien vous cacher, tenté d'appeler une ou deux personnes pour même à la rigueur qu'on puisse un peu vous montrer le processus in situ. Et du coup, je me suis ravisé pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que je ne souhaite pas non plus ici réduire la psychobox à une technique ou à une application comme on aurait une application dans ses smartphones, hein, une sorte de psychanalyse pour les nuls ou de psychanalyse pour ceux qui ne pourraient pas verbaliser correctement. Je crois que il est dangereux de présenter la psychobox comme une simple technique d'application d'une pensée qui lui serait étrangère. La seule pensée à laquelle la psychobox se rattache, c'est la psychanalyse, mais pour en avoir quand même un éclairage particulier. Parce que, évidemment, si un jour vous voyez votre psychanalyste se lever du fauteuil, prendre des gants de boxe et dire écoutez, on va un peu travailler à force atténuée, puis on en parlera, vous serez sans doute un peu surpris. Mais se lever de l'interdit du toucher, ce corps du psychanalyste qui se redresse pour faire face à la violence, ça nécessite quand même de repenser un peu la théorie et la clinique. Du coup, je ne vais pas vous faire une présentation technique exhaustive de la psychobox. Je vais me débrouiller pour parler moins d'une heure, de manière à ce qu'on puisse discuter ensuite un peu plus longtemps, parce que moi, juste rester seul avec moi-même et ma pensée, c'est pas le but d'une rencontre, hein. Donc, je souhaiterais que l'échange soit un peu plus long. Et là, on pourra, si vous voulez, parler un peu de technique, et pour qui, pourquoi, pour quel type de patient, etc., etc. Il n'y a aucun souci. Mais j'aimerais prendre un chemin de traverse, faire un peu l'école buissonnière. Puisqu'on est dans les voies de la création, j'ai décidé de vous présenter la psychobox à travers une médiation qui serait la médiation Artaud. C'est-à-dire de vous présenter la psychobox à travers un penseur de la scène et de la théâtralité. Pas de n'importe quelle scène, pas de n'importe quelle théâtralité. Et puis ensuite, on reviendra à la psychobox. Et puisque un petit détour par Artaud, je vous proposerai une ou deux idées, un ou deux petits concepts sur lesquels je réfléchis en ce moment, qui ne sont pas des concepts assurés, bien définis, taillés, polis comme un diamant, mais qui seraient des brouillons, des esquisses, autour desquels j'avais envie de réfléchir avec vous ce soir. Je pense que c'est plus intéressant que de balancer les quelques concepts qui sont au fond des territoires qu'on défendrait, et les concepts serviraient à défendre notre territoire. Là, je parlais à la fois de Artaud, de la théâtralité, mais aussi de deux concepts qui me semblent importants en psychobox. Le concept de théâtralisation limite, on sent que je suis passé par Montpellier, hein. Et aussi le concept de décontenant psychique. Voilà. Et puis on va voir où ça nous mène. Rangez vos gants. On va plutôt discuter ce soir. Pour éviter d'aller trop en zigzag, j'ai écrit mon intervention. Ça me permettra de ne pas trop m'égarer en chemin, mais on y reviendra évidemment dans la discussion. Soit du côté de la technique, soit du côté de la clinique, ce que je préférerais déjà un peu plus, soit éventuellement du côté des concepts, parce que par exemple, j'ai parcouru rapidement la thèse d'Isabelle Orado en matière de psychanalyse baroque, on atteint des sommets. Vraiment, donc effectivement, on pourra aussi voir comment les concepts niçois pourraient se frotter au concept de la psychobox. Bon, écoutez, on va y aller, puis je vais vous parler un peu de psychobox.
Nous sommes sur le sable, dans un rond tracé avec soin. Au-delà, il y a la mer. Au-dedans, danse un je ne sais quoi qui crépite déjà. Il y a le tiers symbolique dans un coin. Alors je sais bien qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Appelons-le le thérapone, si vous voulez, en hommage à Homère. Vous l'aurez aussi remarqué, un coin de cercle, ça n'existe pas. Mais je me dis qu'il est dans un coin, et ça me rassure. Il peut arrêter le combat à tout moment. Il veille sur mon patient et sur moi-même. C'est aussi lui qui mènera la séquence d'association libre quand le temps du corps à corps sera passé. J'ai confiance en lui. Je sais que nous ressortirons affectés de ce théâtre de la cruauté, mais que nous renouerons avec les lois de la parole. Il est là, sa présence fantomatique est supposée garante de ce retour. Puis, il y a mon patient, 15 ans, boxeur, visage rieur d'un adolescent qui défie depuis des années tout ce qui peut ressembler à la règle. L'autre sera bien reçu. Sa garde me le murmure tout bas. Il est d'accord pour travailler. Passer par la boxe, son domaine, l'a beaucoup surpris. Je ne sais pas encore qu'il est déjà prêt à aller beaucoup plus loin dans la rencontre. Et enfin, je suis là, psychanalyste étrange, avec mes gants et mes consignes bizarres. Oui, taper, oui, mais de manière atténuée. Toucher, frapper quand même. Prendre au sérieux le pulsionnel dans son lien avec la sensualité du geste. Lui donner sa place comme autre et partenaire de la parole. Il faut accepter un combat, même théâtralisé, en être affecté, parfois profondément, puis laisser le thérapeute tirer les choses du côté de la parole. Elles étaient peut-être déjà, en tous les cas, qui peut présager de l'issue. Voilà ce que traverse tout psychanalyste, devenu pour un temps aussi psychoboxeur. Alors je vais vous parler un peu des espaces, des places et des temps de la psychoboxe, on y reviendra. Qu'est-ce que la psychoboxe, mode d'emploi pour psychanalyste en recherche? Il s'agit de pratiquer un assaut d'1 minute 30 avec un psychoboxeur. La force des coups est très fortement euphémisée pour atteindre un niveau de sécurité optimal et permettre le travail sur soi. Chacun peut arrêter à tout moment le combat, pour n'importe quelle raison que ce soit. Le thérapeute, obligatoirement psychologue, psychanalyste ou psychiatre, moins de psychiatres possible, mais on ne peut pas les éviter complètement, est garant du cadre et dirige les temps de reprise par la parole de ce qui s'est rejoué. Alternant alors les moments de combat euphémisés et les phases d'association libre provoquées par ce que la confrontation à l'autre a réveillé. Alors sur les aspects pratiques et concrets de la psychoboxe, j'imagine que nous y reviendrons dans d'éventuelles questions, mais vous avez compris qu'il s'agit de phases de combat théâtralisées, mis en scène, où le toucher se substitue au frappé, associées à des phases d'association libre, sur ce que le combat a réveillé ou est supposé avoir réveillé. Alors au lieu de continuer sur la technique, je vais prendre mon détour que je vous annonçais. Je vais essayer de ne pas céder aux sirènes du tout en main et de l'application à tout faire. Il faut quand même un peu prendre la mesure du déplacement. La psychoboxe, cette pratique limite de la psychanalyse, confronte le patient et le psychanalyste à un corps à corps qui touche, qui frappe, qui déplace des espaces. Comment penser ce corps autorisé au mouvement? Ce corps qui jazz, hommage à Frédéric Guinaud, ou qui crie, ce corps a plusieurs parfois. Ce corps qui vibre, qui se vide ou qui se pétrifie. Un corps qui cogne ou qui se creuse, qui scande, qui coupe ou se coupe et qui devient parfois effrayant. Un corps qui luit ou qui sombre. Un corps, c'est vite dit. Ça veut tout dire et pas grand-chose en même temps. Il nous faudra préciser, petit à petit, aujourd'hui et demain. Reste qu'avec des gants, la sensualité des gestes retrouvés ouvre de sacrées perspectives et de jolies choses trappes aussi. Étrange prise de contact, tout de même. Transgression codifiée du double interdit du toucher. Je sais qu'il y a des spécialistes dans les yeux dans la salle. Et l'interdit du toucher, c'est ce qui est au fondement de la pratique psychanalytique pour Dianzieu. Donc là, il y a transgression du double interdit du toucher. Déplacement de perspective aussi dans la métapsychologie. Qu'y a-t-il à penser en priorité? La psychoboxe, est-ce vraiment la même chose que la cure type? Non, mais encore.
Je vous propose de commencer par une médiation. Nous la nommerons Artaud. Il y a plus contenant que la médiation Artaud. Mais qui dit pratique limite, dit funambule. Artaud en est un bel exemple. On y va. En 1938, Artaud ne va pas très bien. Le surréalisme est déjà bien loin, la guerre fait presque rage, il lutte pied à pied contre la folie. La sienne et celle des hommes qu'il devine, mieux que beaucoup. Arrive donc le théâtre et son double. Pour ceux qui ne connaissent pas Artaud, c'est un poète, dramaturge, auteur d'un traité important sur le théâtre et son double, sur le théâtre de la cruauté, qu'il publie donc en 1938. Artaud ne va pas très bien, donc en 1938, arrive donc le théâtre et son double. Texte issu d'une conférence de furieux faite devant le tout Paris médusé. Un Paris qui déserte ironique la place. La transe, oui, mais pas dans les réunions littéraires. Artaud n'en a que faire. C'est par les convulsions et les râles théâtralisés qu'il espère faire passer son propos. Fidèle à sa maxime, je cite Artaud, sans un élément de cruauté à la base de tout spectacle, le théâtre n'est pas possible. Dans l'état de dégénérescence où nous sommes parvenus, c'est par la peau qu'on fera rentrer la métaphysique dans les esprits. Mis à part Anaïs Nin, donc je vous conseille la lecture du journal d'Anaïs Nin sur la conférence d'Artaud, c'est vraiment un beau moment de littérature. Personne n'y comprendra rien. La salle se vide, hémorragie, saltant que le tout Paris mondain pour un orage dénommé Artaud. Je vous lis ce que dit Anaïs Nin de ce qui s'est passé. Artaud fait une conférence sur la peste. C'est-à-dire que Artaud considère que le but du théâtre de la cruauté, c'est de contaminer le spectateur à travers une forme de peste émotionnelle qui seule pourra le sauver de l'état d'essoufflement intellectuel et affectif dans lequel la société qui n'est pas postmoderne d'ailleurs, la fin de société moderne est en train de plonger l'Occident. En cela, il est profondément nietzschéen, bien entendu. Et donc, au lieu de faire une conférence sur la peste, il va passer 25 minutes à se rouler par terre en hurlant. Et alors que le tout Paris était venu, le tout Paris va déserter la salle et le laisser quasiment seul. Reste Anaïs Nin et je crois un psychanalyste, je ne sais plus comment il s'appelle, qui travaille sur les rêves de l'époque. Je vous lis ce qu'écrit Anaïs Nin. Artaud et moi sommes sortis sous une pluie fine. Il était blessé, durement atteint. Ils ne comprennent pas qu'ils sont morts, disait-il. Leur mort est totale, comme une surdité, une cécité. C'est l'agonie que j'ai montrée. La mienne, oui, et celle de tous ceux qui vivent. Vous pouvez lire ça chez Anaïs Nin, le passage complet. Ce n'était donc pas une crise de folie. C'était du théâtre, son théâtre. Celui qui regarde vers Sénèque, les transorientales et la tragédie antique. Il faut en finir avec les succès essoufflés du théâtre littéraire. Selon Artaud, le théâtre doit retrouver sa dimension sacrée, métaphysique, et porter le spectateur jusqu'à la transe. Fini les chefs-d'œuvre, le texte roi, le corps mutilé de sa vie, planté comme un vieil arbre sur une scène bétonnée. Fini les auteurs, les prêtres, et tous ces spécialistes de la signification psychologique. Tout cela tue le théâtre pour Artaud. Et sans théâtre vivant, c'est la société qui se meurt, s'essouffle et glisse, inexorablement. Artaud est un réveilleur de corps malades. Et pour cela, il faut tout dynamiter, en finir avec le vieux théâtre, tout bouleverser, sinon le vrai sang coulera encore et encore, dans la rue et pas sur la scène. Et la vieille Europe continuera de ronger sa grande fatigue. Nous sommes à la veille de la guerre, ce que personne ne veut voir arriver. Pour Artaud, seul le théâtre, donc, peut encore faire ce miracle. La scène doit retrouver la force, les sorcelleries animées du geste, les cris et les incantations, la violence de la vie, la transe et la mythologie des éternels principes. La force et pas la forme. La force, la force, la force, toujours. Et pour cela, Artaud va forger une proposition. Il va la nommer « Théâtre de la cruauté ». Comète hallucinée lancée dans un champ de néant sage. Est-ce bien raisonnable, camarade Artaud? Il faut que le théâtre nouveau retrouve la force qui flotte au-dessus des papyrus d'Alexandrie. Ça, c'est les termes de Artaud. Le bourdonnement grave des choses, encore un terme d'Artaud. Les corps incendiés et la cruauté. Ce n'est que chevillé à cette cruauté que le théâtre revitalisera le vieux monde essoufflé.
je vous engage à lire ce livre. Le théâtre est son double. Il y a une résonance plus tardive. Un livre halluciné, tourbillonnant, mais d'une rare précision pour qui connaît un peu la scène. Hermétique, lumineux, scandaleux et visionnaire, il appelle depuis des années les lumières des cardinaux de l'interprétation. Je vais donc m'arrêter là et reprendre un peu la problématique, retrouver doucement la psychobox et faire des choix. Alors la question se pose, quel est le lien entre la psychobox et le théâtre de la cruauté? Le lien semble tout trouvé, c'est justement celui que je ne vais pas prendre aujourd'hui, l'esprit de contradiction, évidemment c'est la cruauté. On pourrait assimiler la psychobox à un théâtre de la cruauté. Eh bien non, je vais essayer de passer par une voie autre, en tout cas pas directement sur la cruauté. Et pourquoi donc? Eh bien justement la cruauté est un concept tellement puissant mais tellement flou que... qu'ils sont légion les exégètes au chevet de la cruauté. Il faut dire que chez Artaud, ce concept est en fusion, mal délimité, on l'aborde un peu comme chez soi. Parfois subtilement, parfois c'est un rapt. Passe-moi le sel Artaud que j'épice un peu mon gratin théorique. Tiens, Artaud est souvent utilisé pour encoquiner les théories un peu ronronnantes, parce qu'effectivement, dans ce concept de cruauté, il est à la fois très fort et à la fois... pas complètement précis. Artaud peut nous donner une dizaine de définitions de la cruauté différentes selon les moments de son élaboration et selon les retours qu'on lui fait, puisqu'il va y avoir des retours assez négatifs sur cette question de la cruauté. Alors évidemment, on peut penser la cruauté du côté de l'élan vital, de la féroce énergie défigurante de l'événement. Pensez à Deleuze, par exemple, ses travaux sur Artaud. Du geyser pulsionnel, elle s'y prête. Ou bien encore du réel impossible et insaisissable. Les travaux de Camille Dumoulier sur Nietzsche et Artaud sont intéressants du côté du lien entre la cruauté et le réel. Pourquoi pas du langage en superstructure qui impose une certaine forme de cruelle inscription, on peut oser. En moraliste du côté du bon et du juste, ne serait-ce que pour tout inverser. Là encore, le tourbillon Artaud s'y prête. Et pour les avatars de la pulsion de mort freudienne, Artaud est plus qu'une scène, c'est un boulevard. Je vous renvoie aux travaux de Paul-Laurent Assoun, Artaud, métapsychologue, ou la cruauté sans remède, sur les questions des pulsions de mort. Je laisserai dans un premier temps de côté ce concept. Je m'intéresserai plutôt, avec vous, au dispositif et à la pratique qui soutient le théâtre de la cruauté pour en venir à la psychobox. Pourquoi Artaud tient-il tant à ce que cela se passe sur scène? Quels effets en attend-il? Comment les pense-t-il théâtralement? Comment alors comprendre ce théâtre qui ronge un à un les piliers de ce que l'on nomme classiquement le théâtre? Comment penser ce théâtre qui conteste le théâtre dans le théâtre? Et en fin de course, comment ces questions touchent au cœur de la psychobox? Il faut donc choisir, ce qui ne veut pas dire que d'autres questions, évidemment, ne pourront pas se faire jour dans les moments d'échange avec la salle. Je tente 2 ou 3 propositions. Le dispositif que propose Artaud, je vous propose de le nommer ou de le penser sous le concept de théâtralisation limite. Mais alors, qu'est-ce qu'une théâtralisation limite? Une théâtralisation limite tente de mettre en scène ce qui se situe aux limites du théâtralisable. Il y a des choses qui sont aux limites du théâtralisable. Par exemple, concrètement, si je reviens sur la psychobox, est-ce que si on ne tape pas, mais on touche ou on frappe à frappe atténuée, on est encore dans quelque chose de théâtralisé ou pas? Ou est-ce qu'on est aux limites de ce qui est théâtralisé? On pourra en discuter. Donc une théâtralisation limite tente de mettre en scène ce qui se situerait aux limites du théâtralisable. Dans le même mouvement, une théâtralisation limite théâtralise aussi la dimension liminaire elle-même. Ça théâtralise aussi la limite. Qu'est-ce qui se passe dans une limite? Mais rougeoyant à ses confins, avec ses avatars et ses ambiances spécifiques. C'est-à-dire la théâtralisation limite, c'est pas l'enveloppe, c'est l'enveloppe rougeoyant à ses limites, parce qu'en contact avec autre chose. Ici, chez Artaud, ce qui fait crépiter la limite, c'est la force vitale et sa sorcellerie objective, c'est un terme de Artaud. La propulsion et les frissons réels de la vie, sous et malgré les arêtes de la forme. C'est encore la volière furieuse des gestes poétiques qui affecte les spectateurs au-delà de toute compréhension psychologique. Sur scène, donc,
les utopies crépusculaires. Sur scène, encore, les grandes figures de force mythologiques qui saisissent en dehors de toute explication. Pas facile, c'est même un peu limite. Je vous lis une citation d'Artaud. C'est sous cet angle d'utilisation magique, de sorcellerie qu'il faut considérer la mise en scène, non comme le reflet d'un texte écrit de toute cette projection, de double physique qui se dégage de l'écrit, mais comme la projection brûlante de tout ce qui peut être tiré comme conséquence objective d'un geste, d'un mot, d'un son, d'une musique, de leur combinaison entre eux. Cette projection active ne peut se faire que sur scène, et ses conséquences se trouvent sur scène et devant la scène. Et l'auteur qui use exclusivement de mots écrits n'a que faire et doit céder la place à des spécialistes de cette sorcellerie objective et animée. Eh bien, je voudrais soutenir la proposition un peu risquée, mais que ce que nous présente Artaud, c'est une théâtralisation du choc, du débordement, du vacillement crépusculaire et du rougeoiement de la limite. Non pas pour y mourir, mais pour y relancer la force. Bref, une théâtralisation de la décontenance. Les théâtralisations limites, c'est-à-dire on est vraiment aux limites de ce qu'on peut jouer, montrer et regarder sur scène, mettent donc en scène ce que je propose d'appeler un décontenant somatopsychique, contrepoint cruel et saisissant de la contenance somatopsychique que vous connaissez sous la plume de nos chers collègues lyonnais. Alors évidemment, on sait en France l'importance de la psychanalyse des limites. Quelqu'un comme Catherine Chabert a dirigé un bouquin collectif qui s'appelle Psychanalyse des limites, avec évidemment un auteur qui apparaît d'une manière un peu plus importante que les autres, qui s'appelle Didier Anzieux. Évidemment, ça fait école, c'est même une école dominante, jusqu'au point où tout doit être contenant, jusqu'au point même, ou alors rançon de la gloire, contenant, c'est utilisé à tort et à travers dans les institutions du quotidien, souvent de manière un peu décalée. Donc effectivement, cette importance de la psychanalyse des limites, variation autour de la contenance bionienne, a été travaillée de manière passionnante du côté de l'enveloppe par Didier Anzieux et ses successeurs. On sait l'importance du liminaire dans les travaux actuels de Vincent Estelon, un Montpelliérain, qui interroge depuis ses coordonnées le fonctionnement limite, la psychopathologie des liens amoureux ou bien encore les folies compulsives. Je cite Vincent Estelon, on est vraiment dans cette psychanalyse des limites, en distinguant et donnant des contours, les limites séparent et contiennent, servent à organiser le monde, à le préserver du chaos originel. Le limès, c'est l'enveloppe limite d'un phénomène, d'un espace, d'une durée, d'une organisation. Une limite ferme et souple est humanisante. Les théâtralisations de la contenance insistent sur la mise en scène d'une enveloppe qui conforte et qui tienne enfin le coup. Face à la limite portée à ses confins et qui menace de s'éclipser, il faut réaffirmer la limite. Il faut soutenir la scène qui contient, les signifiants formels qui donnent figure, les personnages qui enveloppent, les bulles qui encadrent et évitent la confusion. Je vous renvoie aux travaux importants de Patricia Attigui sur ce sujet. C'est une manière importante et passionnante d'envisager le travail autour de la théâtralisation et de la médiation thérapeutique par le théâtre. Évidemment, on n'est pas du tout du côté des théâtralisations limites et de la décontenance, je vais y venir. Évidemment, ça renvoie, cette psychanalyse des limites, à la question de Vincent Estelon, cette espèce de mise à distance du confusor. Confusor, c'est aussi celui qui bouleverse, avec l'idée de brouillage, à l'opposé de la clarté ou de la netteté. Comment sortir de la confusion pour fabriquer des limites qui tiennent? Alors, on ne peut pas dire de manière claire qu'est-ce que pourrait être le théâtre de la contenance et de l'enveloppe. Mais ce n'est pas de ce côté-là que je vous invite ce soir, puisque du côté de la théâtralisation limite, ça met en scène une toute autre histoire. Je dirais un bruit de chaudron de sorcière, dans la référence à la sorcière métapsychologique. Une hétérotopie des confins. Quelque chose d'autre porte la limite à incandescence. Aux confins, voilà que la limite est frictionnée par le feu d'un ailleurs.
vécu crépusculaire, entre chien et loup, et parfois l'enveloppe elle-même s'éclipse après avoir trop rougeoyé. Assiste-t-on à une attaque de la contenance? Assiste-t-on à une hémorragie? Assiste-t-on à une effraction? Le floutage de la limite, sa mise en suspens, est majoritairement pensé du côté de l'attaque, du trauma et de la psychopathologie. Je vous renvoie à un livre très important qui s'appelle « La pensée décontenancée, essai sur la pensée et ses perturbations ». Donc de Bernard Gibello, Paris 10. Évidemment, dès que la limite rougeoie, se floute, se brouille, se charge de brouillard, c'est de l'attaque et de la psychopathologie. Je cite aussi Anzieux, se heurtant à l'interdit, la pulsion se manifeste soit en étant contenue, différenciée, localisée par l'enveloppe psychique, et elle devient désir, soit en faisant effraction à travers cette enveloppe, et elle devient traumatique. Alors il ne s'agit pas de remettre en question la psychanalyse de la contenance en disant écoutez, ils n'ont rien compris, pas du tout. Il s'agit même de dire un grand oui, mais un oui autre. Je vous propose de cheminer en se disant qu'il était une fois un petit bout de métapsychologie où l'ouverture des limites ne donnait pas toujours dans la catastrophe. Sous certaines conditions, cette ouverture pourrait relancer même les frissons de la vie pulsionnelle et du désir. Je soutiens qu'Artaud, comme les mythologies du monde du brouillard, du bout des arcs-en-ciel, des lisières des forêts, tente de mettre en théâtre le choc potentiellement vitalisant de la décontenance. C'est cela une théâtralisation limite. Alors cette décontenance, je vous en propose une définition un peu compliquée, un peu théorique, mais enfin on est à Nice, on peut quand même oser des trucs comme ça. Alors je vous propose de penser la décontenance comme une ouverture non pathologique des enveloppes psychiques. À travers cette ouverture transitoire, la contenance devient en fait partielle et perd seulement ses aspects liés à l'enveloppement. On y reviendra si vous voulez, parce que là, un peu... Le sujet la vit cependant comme une décontenance totale. Il expérimente alors un émoi, je vous rappelle les travaux sur l'émoi de Lacan dans le séminaire 10, un émoi spécifique de chute du puissance du moi. Les décontenants psychiques ouvrent donc la possibilité d'effectuer un travail thérapeutique spécifique s'appuyant sur l'expérience refondatrice que le moi n'est pas maître en sa demeure et que quelque chose le fait rougeoyer à ses limites jusqu'à les éclipser. Je vais ajouter, parce que j'ai toujours une sensibilité à l'anthropologie, que le devenir subjectivant ou aliénant de ces décontenants psychiques dépend aussi du récit fictionnel qui va se proposer d'interpréter explicitement ou implicitement cette expérience. J'avais discuté un peu avec un de vos collègues, Arnaud Alloy, qui était assez prudent sur l'espèce d'esthétisation de la transe. Il faut voir le récit qui est quand même servi pour interpréter ça. Si je vous dis, vous êtes en relation avec le dieu des guerriers, il faut tuer tout le monde, comme ça vous irez au paradis, je ne suis pas sûr que je ne vous aliène pas, vous voyez, même si c'est pour vous promettre de vous délivrer dans le Valhalla, un truc comme ça. Donc le récit fictionnel et son interprétation a quand même une importance pour soutenir ou non la dimension subjectivante des contenants psychiques. Je pense que c'est cette théâtralisation limite qu'Artaud tente, à mon sens, de théoriser. La contenance, oui, mais aussi et surtout son double crépusculaire et cruel, nommé décontenance. L'ombilique des limbes, c'est un titre d'un des bouquins d'Artaud, sur scène en quelque sorte. Nous rejoignons ici le théâtre incandescent du Bernin et le théâtre de l'irréel de Rodrigo Garcia, pour lequel nous avons commis un article avec Jean-Michel. À cette occasion, nous avions un peu essayé de formuler ces théâtralités finalement limites que l'on avait proposé, surtout à l'inspiration de Jean-Michel sur l'irréel, de nommer poésie de l'irréel ou théâtralisation de l'irréel. Et on avait aussi mis en correspondance le Bernin, dont on sait peu. Là, je dois à Frédéric Vinault. Vous voyez, je suis quand même pétri du désir des autres. Frédéric Vinault qui m'avait offert un bouquin où je découvrais que le Bernin était
un dramaturge, mais alors sacré dramaturge. Il inondait les théâtres, il provoquait des incendies, et il y avait même eu un moment de mort parce que les gens étaient affolés, il était obligé de venir faire un personnage sur scène qui dit non, non, c'est du théâtre. La théâtralisation, limite, c'est ça. À un moment donné, on se demande si c'est encore du théâtre ou pas. Et donc, du côté du Bernin ou du théâtre de l'irréel, il me semble que nous avons une contre-généalogie du théâtre, du côté de la décontenance et de la théâtralisation limite, dans ses effets subjectifs. Alors, on pourrait creuser davantage la question autour des processus thérapeutiques spécifiques que pourraient permettre ces théâtralisations limites. La décontenance n'est pas un théâtre de la déconfiture. Mais le temps presse, c'est bien, j'ai écrit le temps presse en anticipant que le temps presse, et passe, donc je vais conclure un peu en revenant à la psychoboxe et en laissant Artaud à ses écorchures sacrées. La psychoboxe est une théâtralisation limite. Elle pousse aux limites de ce qu'on peut théâtraliser, comme le Bernin, comme Rodrigo Garcia. Est-ce que tuer un homard sur scène en lui balançant des espèces de petites capteurs sonores pour entendre son cœur battre et à la fin le cœur bat plus, est-ce que c'est encore du théâtre ou pas? Est-ce que c'est théâtralisable? Est-ce que c'est encore un propos théâtral? Est-ce que quand le Bernin inonde le théâtre et qu'il y a 2 morts, est-ce que c'est encore du théâtre? Quand on se pose cette question, on est dans les théâtralisations limites. La psychoboxe, donc, est une théâtralisation limite de la décontenance. Elle pousse aux limites de ce qu'on peut théâtraliser. Les coups portés mais atténués, est-ce encore du semblant? Le récit fictionnel, réduit en un grand affrontement mythologique de force, est-ce encore du théâtre? Et puis le texte, où est-il? Le spectateur, celui qui crée une scène, où est-il? Et l'association libre, quelle est sa place? Où est la mise en scène? Où commence-t-elle et où tout cela finit? Comment savoir si à force de porter la théâtralisation à ses confins, elle ne va pas céder? Méfiez-vous, on a tout pensé la frontière et la vraie guerre peut commencer. C'est pas ça le théâtre. C'est ce qu'on a pu dire au Bernin, sans doute, ce qu'on a dit à Rodrigo Garcia et ce qu'on va dire à la psychoboxe. Jouez pas à mettre en scène la guerre, vous allez avoir la guerre dans l'institution, où le patient va être pris avec la guerre. La théâtralisation limite et la décontenance sont une manière de pouvoir essayer de répondre à ces injonctions à la norme, comme le dragon du Tudois dit à l'enfant je suis le dragon du Tudois, sur mes écailles brillent les 1000 valeurs, aucune valeur nouvelle ne peut être créée, je vous renvoie aux Zarathustra de Nietzsche. La scène de psychoboxe impose plus qu'une technique. Elle nécessite de repenser un peu la théorie, transgresser le double interdit du toucher, ouvre une scène où le transfert joue à plein. Cette scène cruelle, qu'Artaud n'aurait peut-être pas détestée, amène entre autres à creuser profondément les questions de la sensorialité, du corps pulsionnel et de l'affect. Elle en renouvelle les possibilités d'étude sans pour autant renier le reste de l'édifice métapsychologique. La psychoboxe peut être pour des patients délinquants, violents, violentés, funambules, ivres de colère ou de tristesse, plongeant en toute discrétion dans leur petite furie privée, qu'on appelle les conduites à risque, l'occasion de dialoguer autour d'intelligences psychocorporelles qu'ils pensaient ne pas pouvoir partager. Celles-là même qui vivent aux confins des limites, des formes psychologiques traditionnelles et que beaucoup de psychanalystes ont tort de ne pas vouloir fréquenter. La psychoboxe inquiète parce que, comme eux, elle est limite et parce qu'elle porte en elle les braises de la décontenance. Décontenancée pour reprendre contact avec la vie et la force pulsionnelle des commencements. Décontenancée pour faire l'expérience que face à ce qui nous fonde au-delà de nous-mêmes ou face à l'immonde qui frappe à nos portes, les bulles du moi sont toujours de savon, fragiles et belles, d'une fermeté trompeuse, séduisante comme un miroir. Peut-on mettre en scène le grand ballet charnel des gestes et leurs impacts décontenants sur la peau? Peut-on les mettre en théâtre? Rien n'est clair, tout devient crépusculaire. Théâtre du bout de planche, du confin, qui résonne face au vide ou au monde, ce qui est parfois la même chose pour certains patients. Peut-on revenir d'une expérience de décontenance? Ne préférez-vous pas arrêter et parler tout de suite? Asseyez-vous. Non? Bon. La psychoboxe inquiète et intrigue donc surtout parce qu'elle est double. La contenance et son double cruel, qui est la décontenance. Un Janus bifrons, qui fut d'ailleurs le dieu latin des sas et des passages paradoxaux, qui devrait nous enseigner, nous, spécialistes, ou en tout cas chercheurs du côté de la médiation. Bien entendu contenante, pétrie d'enveloppes, portée par des corps de cliniciens bienveillants, soulignée de limites claires, structurantes, à repérer et à faire respecter. La psychoboxe est une scène réconfortante où l'on peut arrêter à tout moment, où le coup peut devenir presque une caresse
et où l'on peut réparer ces enveloppes meurtries, retrouver un corps, réaffirmer ses limites, les défendre, les sentir, réengager ces enveloppes et survivre à l'effraction. Mais soudain peut venir frapper sur scène, au détour d'un corps à corps, une expérience de débordement provoquée par les coups de l'autre ou par sa propre excitation interne. La décontenance somatopsychique vous promet alors une sacrée expérience de brouillage et de rougeoiement des enveloppes. Entre chien et loup, début des errances et des frictions crépusculaires et de tout ce que la vie peut y trouver de nouveau ou de vitalisant. Rebond, pas sans guide, mais en tout cas sans phare. Je vous cite presque en association libre, en tout cas comme association anthropologique, une citation de Malamud sur Charles Malamud, qui est un anthropologue qui a travaillé sur l'Inde antique, l'Inde védique. Il nous dit: l'Inde a pour héros deux types d'humains différents. L'ascète, qui éprouve comme étroitesse le large du Loka, c'est la clairière sacrée dans l'immonde, et trace dans l'implicite ténébreux de la forêt le sentier de sa délivrance. Trace une limite retranchée sur la forêt. Le ritualiste, d'autre part, pour toi c'est, qui veut que la clairière porte la marque de la forêt qui la jouxte, et que la forme des mondes construits par le rite inclut comme un rappel de l'informe du non-monde. Un reste subsiste autour du brûlis, la forêt non pénétrée encore. Donc on est complètement du côté de ces théâtralisations limites et de la décontenance et des aspects subjectivants de la décontenance. C'est en cela que la psychoboxe me semble rigoureusement freudienne, et lacanienne aussi. Le moi n'est pas maître en sa demeure, et la pulsion est baroque et orageuse, tranchante comme un diamant, ambiguë comme un crépuscule. Et alors dansons. Pour finir, je vais vous citer une citation de Nietzsche, qui clôturera la première présentation, puis après on parlera de ce que vous voulez. Et on peut revenir même sur les aspects les plus techniques de la psychoboxe. Ah, ces Grecs, ils s'entendaient à vivre. Pour cela, il importe de rester bravement à la surface, de s'en tenir à l'épiderme, d'adorer l'apparence, de croire à la forme, au son, aux paroles, à toute l'Olympe de l'apparence. Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. Et n'y revenons-nous pas, nous autres, casse-cou de l'esprit, qui avons gravi le sommet le plus élevé et le plus dangereux des idées actuelles, pour de là regarder alentour, regarder en bas. Ne sommes-nous pas précisément en cela des Grecs adorateurs des formes, des sons, des paroles, à cause de cela artistes? Voilà, je finirai sur cette citation. Merci. Bon, bah écoute, on avait fait t'inviter, plutôt que tu ne le pensais. Donc, alors, bon, c'est tout à fait passionnant, comme d'habitude, lorsque tu prends la parole, c'est foisonnant, on ne comprend pas toujours ce que tu veux dire, mais ça fait partie aussi de ton talent poétique. Alors, il y a une idée, moi, qui m'est venue très tôt lorsque je t'écoutais, et je me suis étonné même que tu ne l'aies pas dit, mais peut-être parce que c'est trop banal. Mais en même temps, je me dis que bon, la banalité, on peut peut-être y revenir parce que ça va nous permettre d'avancer. C'est quand même la célèbre formule d'Artaud: il faut en finir avec la psychologie. Bon, c'est quand même vachement intéressant, il faut en finir avec la psychologie, surtout ici, quoi. Je veux dire, dans une fac de psychologie, oui, il faut en finir avec la psychologie au théâtre, dit-il. Bon, ça, c'est vachement bien. Donc, ce que je me disais, et peut-être que c'est une piste, je veux dire, qu'on pourrait suivre ensemble si tu en es d'accord, tu disais, bon, quel est le lien entre le théâtre d'Artaud et la psychoboxe? C'est peut-être pas la cruauté, effectivement, enfin, vous savez, de façon... c'est vrai que le concept de cruauté chez Artaud, c'est tellement compliqué, et tellement fuyant que c'est difficile de le serrer. Mais moi, je me dis que peut-être, de façon un peu simple, mais efficace, on pourrait dire que le lien entre la psychoboxe et le théâtre que propose Artaud, c'est une dépsychologisation. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, Artaud nous propose de nous décontenancer quant aux identifications, quant
à ces choses-là. Et la psychobox aussi, enfin d'après ce que j'ai cru en comprendre, en n'allant pas directement sur tout ce qui pourrait être de l'ordre de la mise en sens, de la mise en signification, et en faisant crépiter les coups, hein, permet effectivement d'expérimenter quelque chose qui serait de l'ordre d'une dépsychologisation. Alors qu'est-ce que c'est que la psychologie? La psychologie, ça serait ce que nous constituons comme défense, comme organisation défensive pour faire face à l'énigme du réel. Voilà. Donc en gros, on partage une passion tous les deux pour Pierre Aulagnier. Donc en gros, ce que propose Pierre Aulagnier, c'est que la représentation, elle est là de façon défensive. Et en gros, tout le montage psychologique, et c'est un montage, la psychologie, tout montage psychologique vise comme ça à venir tenter de rendre compte et de tenir à distance cette violence du réel. Or, l'hypothèse qu'on pourrait faire en t'écoutant, c'est que aussi bien la pratique proposée par Artaud que la pratique proposée par la psychobox serait justement une espèce de démontage ou de mise en vibration, et là j'utiliserai le terme d'Isabelle, de mise en vibration du montage psychologique. Alors, en quoi c'est intéressant de le mettre en vibration? Eh bien, si on le fait vibrer, à ce moment-là, si là je suis la proposition d'Isabelle, ça permet d'expérimenter que je ne suis pas moi. Voilà. C'est-à-dire que le moi vibrant, à ce moment-là, apparaît cette autre dimension où on s'aperçoit que le moi n'est pas réductible à cette autre dimension qui est la dimension du désir. Hein. Je simplifie, mais c'est pour aller un peu vite. Donc, je ne suis pas moi. Je est un autre, hein, pour reprendre les termes du poète. Et à partir de là, il y a une autre... C'est la question de la théâtralisation, enfin, du limite du théâtralisable, de la théâtralisation des limites, qui m'a fait penser, c'est que est-ce que tu n'aurais pas intérêt à ramener aussi dans ce champ-là tout ce que raconte Bataille sur la transgression? Parce que Bataille, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, quand il parle de la transgression, il dit que la transgression, c'est pas ce qui vient faire disparaître la limite, mais ce qui vient justement en permettre l'expérience incandescente. Ah, c'est joli, hein? Parce que l'expérience incandescente, c'est exactement le terme que tu utilises quand tu parles du rougeoiement, etc. etc. Voilà. Donc, alors le décontenant, oui. Alors c'est là qu'on va commencer à plus être tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est que dans le décontenant, j'entends encore trop le contenant. Voilà. C'est-à-dire que j'entends encore trop l'enveloppe, j'entends encore trop le moi. Même si effectivement tu le fais vibrer, tu le fais bouger, je veux dire, à quel moment le processus, et tu le dis juste à la fin, hein, les aspects subjectivants de la décontenance, mais alors, ils apparaissent à quel moment les aspects subjectivants de la décontenance? Moi, mon hypothèse, c'est justement le moment où cette contenance, pouf, est mise à mal, et qu'à ce moment-là, apparaît autre chose de façon un peu étonnante. Voilà. Bon, donc tu vois, c'est toutes les pistes. Après, vas-y, tu réponds, puis on fait un petit tour. Merci. Alors, je te remercie d'avoir raisonné sur les aspects de psychologisation et puis aussi sur les décontenants pour me permettre d'avoir un dialogue global. Hein. Voilà. Alors sur la psychologisation, Artaud a une formule assez célèbre, c'est de ramener l'inconnu à du connu. Hein. Donc
pour Artaud, c'est vraiment le comble de l'essoufflement. Donc effectivement, je te rejoins totalement quand Artaud dit qu'il faut en finir avec la psychologisation, c'est-à-dire ramener l'inconnu tout de suite à du connu grâce à la psychologie. Alors pourquoi quand tu as frappé, quand on t'a touché le visage, pourquoi tu as grimacé? Alors peut-être ça peut être à cause de mon père qui me tapait quand même dessus beaucoup. Voilà. De sauter sur ça et en faisant ça, d'assécher complètement ce qui pourrait arriver d'autre dans la rencontre. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre selon Artaud? C'est la dimension de la force. Il l'appelle comme ça. Il dit au-dessus des papyrus d'Alexandrie, c'est-à-dire de la connaissance intellectuelle, qu'est-ce que veut dire le monde, qu'est-ce qu'il ne veut pas dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une force. Alors, il ne dit jamais vraiment comment il l'appelle. Est-ce que c'est la force des stoïciens? Est-ce que c'est la volonté de puissance? Moi, je ne sais pas très bien, mais est-ce que c'est la pulsion? Ça. Mais il y a de la force qui excède la forme. Et c'est à cette force qu'il faudrait pouvoir nous rebrancher. Et la psychologisation nous empêche de nous brancher à cette force. Voilà. Donc en ce sens-là, oui, on y est. Le deuxième point, c'est que pour faire ça, il faut sortir de la signification. Et le deuxième point, c'est qu'il faut arrêter d'avoir sur scène des psychologisations n'en plus finir du théâtre des chefs-d'œuvre. Est-ce que je vais le tuer? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Que vais-je faire? Où suis-je? Dans quel état? Ça épuise la vie pour Artaud. C'est un vitaliste, ça épuise la vie. Et qu'est-ce qu'il faut substituer? Il ne nous donne pas grand-chose, il nous donne beaucoup d'indications techniques, mais au niveau de ce qu'on pourrait substituer au conflit psychologique, mais alors qu'est-ce que j'ai voulu faire, etc., etc. L'opposition mythologique des grands principes de force. Voilà. C'est-à-dire une espèce de médié par la mythologie. C'est-à-dire le dieu d'un tel contre le dieu d'un tel, l'esprit d'un tel contre l'esprit d'un tel, mais tout ça est une médiation, deux principes énergétiques, deux principes de force qui s'opposent. Et là, on rejoint aussi la question de la psychoboxe. Avant de ramener à la signification éventuellement, du côté de l'interprétation, d'abord et avant tout, on assiste à une opposition mythologique de force, à un combat sacré. Et il me semble que Artaud dit clairement à un moment donné que pour trouver la force, c'est du côté du combat sacré, voilà, et pas du côté de la psychologisation. Donc je te rejoins totalement, tu as tout à fait saisi le point. Ensuite, sur la question du décontenant, où tu vois encore trop d'enveloppes. Alors, ce que je propose de penser, c'est qu'effectivement c'est une ouverture des enveloppes, mais pas une disparition totale de l'enveloppe. Pas une disparition, un brouillage des enveloppes. Donc évidemment c'est presque une position tierce entre au-delà de l'enveloppe, la catastrophe, et quand le moi se fade ou s'en va, là, peut-être on touche à quelque chose de plus lointain que l'inconscient. Voyez ? Bon, il y a peut-être une manière autre de penser, qui est de dire que, certes, c'est en jeu, mais jamais complètement sans le moi. C'est-à-dire, le moi peut se sentir déformé, dépassé, vibrer, mais j'avoue ne pas pouvoir encore penser le fading total du moi autour de quelque chose qui le dépasserait complètement, même si le patient le vit comme un émoi de chute de puissance. Ce que dit Lacan sur l'émoi de Scagaré, qui a donné dans le Sud sa messe cagasse, hein, bon, c'est pas l'émotion, c'est bon. Ben ça, c'est typiquement ce que l'affect de la décontenance. Mais et moi, voilà, boum. Mais où est passé mon moi? Et là où peut-être tu ferais l'hypothèse que le moi vraiment s'est barré, je fais l'hypothèse que le moi croit être totalement hors jeu. Et que c'est encore le moi qui se dit, mais mon Dieu, je suis où? Je suis où? Et que ça, c'est subjectif. Parce que justement, ça fait faire au moi l'expérience qui n'est pas maître en sa demeure et quelque chose le fait rougir. Et après, de chercher ce quelque chose, etc. Donc, effectivement, c'est une décontenance partielle. Parce que j'ai du mal à penser une décontenance totale. Peut-être encore quelques restes enjeuistes. Voilà. Le deuxième point,
c'est que je crois que du côté de la résonance, et c'est là en quoi, mais là on va vraiment sur la philosophie, du côté du corps, ça fait plus que raisonner, ça répond. C'est-à-dire qu'au fond, si la résonance, on est dans le truc de ce matin, la résonance, c'est une réponse. Oui, mais c'est une réponse, comment dirais-je? C'est une réponse qui marque encore le saut de la sensibilité. Or, ce que je crois, ma position, et c'est pour ça que tu trouves qu'il y a trop d'enveloppe, c'est une position nietzschéenne, c'est-à-dire que, par exemple, la volonté de puissance est une création du corps, dans la réponse au langage qui l'impacte, que ce soit le réel du langage, et que cette réponse du corps se surmontant lui-même pour créer plus haut que lui, est quelque chose qui ne peut pas être complètement pensé du côté d'une sensibilité absolue, et même de se laisser faire. Voilà. Donc vraiment là, je pense qu'il y a un écueil, il y a un point de discussion philosophique profond sur qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que peut un corps. Spinoza, Nietzsche, du côté d'un idéalisme hegelien dans lequel tes propos se situent clairement. Donc là, il y a un conflit, mais c'est bien parce que c'est un conflit de qualité, entre une dynamique idéaliste, hegelienne, lacanienne, post-hegelienne, via Kojève, et la question de Spinoza, que peut un corps, relayé par Nietzsche, la volonté de puissance, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que fait le corps quand il résonne? Et du coup, par rapport à ça, il me semble que c'est encore une capacité du corps de pouvoir se laisser décontenancer. Voilà. Mais Bataille là-dedans alors? Alors Bataille, par contre, oui, je finis sur Bataille. Bon ben là c'est ta trouvaille. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai fait un café philo avec un spécialiste de Bataille et jamais il a parlé de ça. Et là je vais me précipiter sur Bataille, c'est-à-dire ce que tu dis. La transgression, c'est porter à incandescence la limite. Ouais. Faut-il encore qu'il y ait encore une limite pour qu'elle soit portée à incandescence? Montre-moi une limite portée à incandescence qui ne soit plus une limite. Et du coup, là, tu viens de m'ouvrir une nouvelle fois. C'est une. Bon, je pensais aux travaux de Sylvia Lupi, qui est une amie, qui a travaillé justement sur Lacan, Bataille. Donc c'est à travers elle que je. Bien sûr. Mais là, effectivement, il y a quelque chose. Mais je me disais que peut-être, effectivement, il y aurait peut-être une voie médiane. Ouais. Voilà, peut-être que Bataille, c'est ce qui nous permettra, de continuer à dialoguer. Mais vraiment, le dialogue n'est jamais rompu, bien sûr. Mais c'est-à-dire que je trouve que ton idée de décontenance, c'est une trouvaille poétique géniale. Voilà, donc quand je t'ai entendu, je me suis dit là il y a quelque chose effectivement de très beau et qui vient répondre comme ça à cette folie de la contenance des enveloppes que Didier Anzieux était quand même beaucoup plus pour lui c'était pas totalisant quoi. Ça, c'est devenu totalisant après il y a un passage fondamental qui est le passage de son travail sur le penser du moins pot au moins pensant où il définit des schèmes de la contenance, mais il n'appelle pas ça les enveloppes psychiques. À partir du moment où on va appeler ça les enveloppes psychiques, on va les mettre à toutes les sauces. Tout est enveloppable, tout est enveloppant, tout est enveloppe, et c'est un peu terminé de la subtilité de la pensée de Didier Anzieux. Je te rejoins totalement. Mais c'est vrai que là où je tente de trouver une voie médiane, c'est peut-être mon fantasme, après tout, traversons-le, c'est que une limite décontenancée, il faut quand même qu'il y ait une limite pour en faire l'expérience. Non, mais ça c'est évident. Je crois que là tu retrouves Bataille. Mais je me demandais si en fait ton décontenant psychique, c'était pas une façon de retrouver, je veux dire, l'acéré de la pensée de Didier Anzieux en fait. Oui. Tu vois ? Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas au-delà de la doxa des suivants d'Anzieux qui ont peut enfermer? Je veux dire, c'est retrouver effectivement cette parce qu'il insiste énormément. Je veux dire, bon, moi j'ai lu Le Mois Pro en 85, j'avais été foudroyé par la puissance de la pensée de Didier Anzieux, mais j'en garde, je le
lu dernièrement, j'en garde quand même l'idée que pour lui, les choses sont toujours en formation. Je pense que le fait d'être passé sur le divan de Lacan a laissé quelques traces quand même chez Didier et qu'il pense de façon plus complexe qu'en dedans dehors. Tout à fait. Voilà. Je suis mais alors entièrement d'accord avec toi et je crois que tu as bien interprété mes tentations de penser la psychobox à travers un enjeu dépouillé volontairement de ses travaux tardifs et de ses reprises autour des enveloppes psychiques qui me semblent complètement refermer les choses. Et il y a un texte magnifique, et là je dirais vraiment en yeux avec Lacan, et avec Orade aussi. Ça s'appelle Le corps de la pulsion. Où il dit, et c'est là aussi à la fois où il y a un médium, c'est que certes il dit il faut une enveloppe, et là je suis à moitié d'accord, mais il dit il faut que le corps puisse adresser, pas orienter, adresser le réel de l'excitation, mais l'adosser. Et sur cette capacité du corps d'adosser l'excitation pour pouvoir l'orienter, là je crois qu'il y a une pensée de la genèse pulsionnelle extrêmement intéressante qui dépasse la question de l'enveloppe et qui pourrait constituer cette ligne médiale entre un idéalisme ultra brillant et une espèce de pensée de la contenance bien tempérée, mais d'un enjeu pouvant penser les contenants psychiques, y compris dans leur mise en difficulté, leur mise en brouillage. Je vous signale que Anzieux, dans son premier mouvement, avait pensé une neuvième fonction au Moipeau, qui était la fonction mortifère du Moipeau, c'est-à-dire la capacité du Moipeau à se laisser détruire, ou en tout cas se laisser fader, se laisser brouiller. Il y a renoncé. Là, tu vois, je pense que c'est là que je suis. Oui, et ce qui expliquerait à la fois la grande sympathie pour le dernier Lacan et en même temps le petit point qui fait qu'il faut encore qu'il y ait une limite et qu'il y ait un peu de pensée corporelle pour que ça s'adosse. Il faut qu'il y ait une limite pour qu'elle rougeoie et au fond une espèce de sensualisme qui préférerait la carnation à l'incarnation. Mais effectivement, tu as bien saisi rapidement. Alors on peut parler maintenant un peu de psychobox, mais cela étant dit, c'est vraiment là, effectivement, que c'est dans cet enjeu qui dit il y a une fonction, neuvième fonction, la fonction mortifère du Moipeau. Et ça existe. J'avais oublié, mais tu me le rappelles, et c'est vrai. Effectivement, je suis là. Ouais, c'est très juste. Je ne peux rien te cacher. Très bien, merci. Bon, vous avez des questions, sinon vous avez compris qu'on peut comme ça dialoguer pendant des heures. Donc je vais me limiter et laisser la parole à... On peut revenir sur la psychobox, si vous voulez, ou aller où vous voulez. Là, je crois qu'on a assommé tout le monde avec... Oui. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus la question des enveloppes psychiques? Qu'est-ce que c'est? Il me faudrait un certain temps. C'est l'idée, alors, c'est l'idée tardive que nous avons tous des sortes de bulles autour de nous et nous enveloppons tous les objets avec lesquels on rentre en relation de bulles et que ces bulles sont étayées sur la première bulle qui différencie le dedans et le dehors, qui est la peau. Donc c'est une pensée, il faut imaginer très rapidement le monde pris sans arrêt dans des enveloppes et des bulles. Alors l'enveloppe psychique, c'est structure psychique et la propriété d'une enveloppe, donc c'est un peu une tautologie, mais c'est une pensée des bulles qui entourent les objets, des bulles des peaux partout qui entourent notre corps, et ces peaux ont une fonction de filtre et de délimitation d'un dedans et d'un dehors, et aussi une fonction de frontière entre le dedans et le dehors. Et Didier, voilà. Pardon, juste complète un petit élément. Didier Anzieux construit cette idée de Moipeau sur une proposition de Freud, puisque Freud dit que le moi est un être de surface. Psyché est étendu, n'en sait rien. Voilà. Et donc, à partir de cette proposition de Freud, il élabore cette notion de Moipeau qui va effectivement rencontrer un succès énorme. Voilà, avec
Ce moment où il dit non, il n'y a pas de fonction mortifère du moipeau, et là, peut-être que c'est l'ennui qui commence. Alors, pour revenir sur la psychobox très rapidement, on a les deux choses en psychobox. C'est-à-dire que, par exemple, si vous travaillez avec des patients qui ont été soumis à des violences psychiques, des violences physiques, qui se sont fait casser la gueule, qui ont pris des coups, soit petits, soit adolescents, soit adultes, soit les trois en même temps, évidemment, l'enjeu, ce sera de reconstruire une limite là où elle a été fractée. Par exemple, il y a un symptôme assez classique des gens qui ont été soumis à une violence meurtrière, c'est que à la fin, quand ils sont vraiment sous emprise, ils ne savent pas tellement si la colère et la violence est la leur ou celle de celui qui la leur inflige. Donc c'est des moments assez compliqués, c'est-à-dire ma tristesse, ma douleur, ma rage, est-ce que c'est la mienne ou est-ce que celle de l'autre? Il n'y a plus de limite corporelle, comme si leur corps avait fusionné avec celui de l'autre et il y avait une confusion qui augmentait la question de l'emprise, de la violence, etc., etc. Ça, c'est terrible. Donc effectivement, en psychobox, on peut travailler sur la contenance, quelqu'un qui va se ressaisir de ses propres limites, les défendre contre l'envahissement, les faire respecter, pouvoir les repérer. Évidemment, il y a vraiment des projets thérapeutiques autour de ça. Et puis, il y a aussi, parfois, comme je l'ai dit, un travail autour de la décontenance. C'est-à-dire que les moins cuirassés, il ne faut pas croire, hein, la plupart des gens violents, là encore, c'est un peu rapide de penser qu'ils sont déstructurés psychiquement. Ils sont parfois surstructurés psychiquement. Ils ont un moins, alors là, ce n'est pas des enveloppes, c'est du cuirassage en acier. Voyez. Du coup, faire l'expérience de la décontenance, c'est-à-dire des choses, par exemple au détour d'un combat, ça va trop vite. Il y a un moment donné où ça va tellement trop vite que je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où sont mes limites, je ne sais plus où est l'autre, je ne sais plus la distance, je ne sais plus ce que je ressens, etc. etc. Faire l'expérience de cette décontenance peut amener les patients à faire l'expérience que quelque chose est plus fort que leur narcissisme, hein, et qu'en plus ils peuvent survivre à la confrontation avec ce truc plus fort sans être humiliés. Voyez ? Bon, ben ça, c'est quand même des sacrés leviers thérapeutiques pour les patients qui se sont retranchés derrière une enveloppe pétrifiée, vous voyez. Et derrière aussi, il y a une dernière chose intéressante en psychobox, mais Artaud en parle aussi, c'est qu'après des séances de psychobox, beaucoup de patients disent « je suis revitalisé, j'ai la pêche, je vais mieux, je suis réénergisé ». C'est intéressant parce que ça renvoie à ce que dit Artaud en disant il faut relancer la vie, il faut revitaliser. Alors là, j'ai pas encore tellement de pistes pour penser cette question-là. Qu'est-ce qui revitalise? Qu'est-ce qui réénergise? Mais il y a aussi cet axe de travail. Bon, bien sûr, il y a la question de l'excitation. Voilà. Une dernière petite question, après, c'est promis, je me tais, mais j'aurais aimé savoir comment L. Brown, donc le créateur de la psychobox, a été conduit à proposer ce dispositif, hein, puisque bon, on sait très bien comment Freud, par exemple, a été amené à proposer Divan, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il peut en dire. C'est les patients, comme Freud. Alors, je vous en parlais un peu. Comment ça s'est passé? Ça relève, comme Freud, ça relève un peu de la mythologie, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. S'il y avait Michel Onfray, il nous dirait oui, Richard L. Brune, il a menti, on voit bien qu'au fond, non, c'est pas le cas. Et en tout cas, si c'est le cas, prenons-le comme une mythologie. Donc Richard L. Brune est toujours psychologue clinicien, psychanalyste, et puis prof de boxe française. Et du coup, il travaillait dans un quartier à Strasbourg, qui a été rasé depuis pour construire une prison, c'est plus clair, qui était un quartier extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est intéressant, on appelle ça les quartiers sensibles. Vous me demandez pourquoi. Et il travaillait dans ce qu'on appelait la prévention spécialisée. Ils avaient un appartement dans lequel il y avait 2 ou 3 éduques, et puis lui, en tant que psy, puis sillonnait le quartier pour administrer la bonne parole et pour essayer de faire la prévention. Et alors, en quelques mois, l'équipe était complètement éclatée, morcelée, les gens squattaient l'appartement, les éducateurs étaient molestés, inquiétés, lui-même se retrouvait dans des situations terribles, personne ne voulait lui parler, hein. Moi je ne parle pas au psy, hein. Et du coup, même, on cherchait à l'intimider, il se retrouve dans une bagarre au couteau, il est sauvé par une femme, il le raconterait mieux que moi, ça fait partie de la mythologie de la psychobox.
Et il se dit, puisque je ne peux pas être psy, comme ça, bah, autant m'entraîner, faire de la boxe, quoi. Et du coup, il ouvre un cours de boxe avec un camarade, puisqu'il était prof de boxe française. Et là, du coup, les jeunes et les adultes viennent. Alors, il y a un premier test où ils disent, mais alors, est-ce que tu sais boxer? Parce que là aussi, on pourrait se demander, est-ce qu'il faut un niveau technique pour faire de la psychoboxe? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui est en jeu? On pourrait rentrer vraiment dans la clinique, là. Hein. Mais en tout cas, lui, il fait un cours de boxe française. Et puis, les ados viennent. Hein, et il s'aperçoit qu'entraînement après entraînement, en rangeant les gants, en se rhabillant, les ados parlent. Hein, et les jeunes adultes parlent et leur racontent leur vie. Ils se disent, merde, quand même, quand je dis que je suis psy, personne ne veut me parler. Quand je fais des cours de boxe, les ados me racontent leur vie. C'est quand même un peu ennuyeux. Mais bon, ça a dû lui faire plaisir parce qu'il n'a pas un grand amour de la position psychologique classique. Donc il a continué ses cours de boxe. Et puis il y a un patient un jour qui arrive et qui lui dit, est-ce que vous pourriez m'apprendre à me battre? Il dit, ouais, mais pourquoi je veux casser la gueule à mon père? On lui répond, je ne peux pas t'apprendre à casser la gueule à ton père, mais si tu veux pratiquer la boxe avec nous, tu peux. Donc cet ado, vous trouverez ça dans son bouquin à point nommé Jeunesse de la psychoboxe. Donc cet ado commence à travailler avec Richard Heilbrunn, et à lui parler de son père qui casse la gueule à tout le monde, et puis des coups qu'il a pris pour essayer de sauver sa mère. Sauf que, étant petit, il a pris des coups, puis sa mère aussi, et puis bon, un bon père de la horde archaïque est là. Et donc, maintenant qu'il a grandi, qu'il peut se défendre, il veut tuer son père. Et du coup, séance après séance, il commence à lui parler après les assauts, puisque un assaut en boxe française, c'est 1 minute 30. Il travaille à l'assaut, c'est-à-dire à la touche, hein, et donc il parle après. Sauf que, non, il ne travaille pas d'abord à l'assaut. Sauf qu'au début, ça cogne, c'est le combat. Et il s'aperçoit que, en diminuant la force des coups, l'ado laisse passer des affects, des postures théâtralisées, qui ne laissent pas passer quand il tape à force totale. Il se passe quelque chose de l'ordre de la théâtralisation ou de la théâtralité qui met en scène quelque chose qui ne se limite pas aux aspects techniques du combat. Donc il va baisser la force des coups pour arriver à la touche. Puisque lui, il est boxeur, il sait qu'en assaut, en boxe française, on touche. Et il se passe plein de choses. Il y a des postures, des souvenirs qui reviennent, etc., etc. Mais un jour, arrive ce qui doit arriver, le gamin un peu plus énervé que d'habitude, il commence à frapper fort, et Richard Heilbrunn frappe fort lui aussi. La question du transfert, une fois que vous êtes libéré de l'immobilité, de la règle d'abstinence, c'est un sacré travail. Donc lui, il est attiré dans cette espèce de montée en miroir. Et du coup, il a l'idée d'intégrer une troisième personne, celle qui va vraiment faire une scène dans le théâtre, dans son regard, découper une action, pour arrêter le combat à tout moment, et pour veiller à ce que la force théâtralisée des coups ne monte pas au-dessus de la force à laquelle on s'est mis d'accord. C'est-à-dire qu'on reste dans une force théâtralisée qui met en scène un combat, et non pas dans un combat réel. Et donc là, ça va marcher très fort. Et alors, le gamin va vraiment expliquer sa vie, sa relation à la violence, la mère qui le prend dans les bras, le père qui étrangle la mère, enfin, des trucs terribles, quoi, des trucs très lourds. Et il va entamer la première finalement, cure de psychoboxe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble un peu aux hystériques qui disent à Freud, mais laissez-moi parler, quoi. Hein. Donc c'est du côté du patient qu'on a tiré du côté de la psychoboxe. Et là où c'est drôle, c'est qu'au lieu de dire ça a marché super bien, effectivement, l'ado allait beaucoup mieux, il a quand même cassé la gueule à son père. Donc c'est intéressant, c'est pas magique non plus, hein, il a quand même cassé la gueule à son père, mais en tous les cas, il a entamé un travail qui devait ensuite être plus ou moins systématisé sur 2 assauts d'1 minute 30 à frappe retenue, un thérapone qui met fin au combat si ça monte trop et qui soutient la dimension théâtrale et surtout qui arrête quand à un moment donné on est complètement on peut verser dans le combat réel, hein, donc qui soutient le fait que c'est théâtralisé et c'est pour parler derrière, parce qu'en psychoboxe on vient pour parler derrière, hein, même si on passe par un combat, une mise en scène d'un combat. Donc, cette dimension théâtrale sur laquelle tu insistes fortement, elle était déjà présente chez Heilbrunn? Pas du tout. C'est toi qui l'as Ça, c'est vraiment. C'est toi qui l'as. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un observateur qui découpe une scène
et qui donne du sens et qui met en lien les séquences d'une scène et qui découpe un espace, qui est l'espace de Psychobox, qui est délimité. Au niveau anthropologique, si je suis Malamud, il y a une scène. Donc c'est toi qui lis le dispositif. Et à partir du moment où on frappe pas fort, on soutient des regards qu'on ne soutiendrait jamais dans un vrai combat. Moi, il y a un ado qui m'a dit, Lionel, je suis désolé, je vais arrêter la psychobox parce que si je commence à croiser les regards et me demander ce qu'il y a dans le regard de l'autre, je ferme boutique. C'est pas possible. Vous avez accès à des affects, vous avez accès à des mimiques, à des rapports à l'espace. Effectivement, à force théâtre, donc il y a une théâtralité du corps qui arrive, à force atténuée, quelqu'un qui vous fonce dedans, qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc vous voyez ça arriver avec un regard, bon, mais ça, vous risquez rien en termes physiques, mais il y a une théâtralisation du combat qui est infiniment plus inquiétante qu'un combat réel, où si vraiment le mec il arrive, bon, soit il vous descend, soit vous le descendez, mais on n'a pas le temps de se demander qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que je ressens, et puis surtout de faire l'épreuve sensuelle du rythme pulsionnel de l'autre, de sa relation à l'espace, de sa relation à l'autre sur des registres extrêmement archaïques, voire l'expérience de ce qui dans l'autre nous rend justement impossible à être contenu dans des enveloppes. Et donc du côté du boxeur, ça demande une capacité à déboxer, je pense, des arts de M. Vino, c'est-à-dire de déconstruire une technique qui souvent s'est construite autour de l'évitement de cette rencontre-là. C'est-à-dire les boxeurs qui viennent boxer en psychoboxe et qui deviennent cliniciens, parfois dans leur histoire de la boxe, c'est justement pour pas avoir affaire, ou pour plus avoir affaire avec ça, qu'ils ont commencé à boxer. Donc, je ne sais pas, Léo pourra en dire un mot, mais c'est un gros travail de déboxer, c'est-à-dire non pas de rentrer dans une parodie de boxe, parce que là le patient ne le pardonnerait pas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de parodie de boxe? Il y a certains boxeurs, ils ne peuvent pas penser de déboxer que dans la parodie, faire semblant. Le patient ne leur pardonnerait pas. Un peu comme un analyste qui dirait, bon, je fais semblant de vous écouter. Bon, certains le font, mais il le dirait comme ça, c'est pas possible. Mais de passer d'un combat réel à un combat théâtralisé, il y a l'intention, il y a l'énergie, il y a la pulsionalité, il y a le regard, mais ça frappe tout. C'est un vrai travail pour les boxeurs. D'arriver à cette écoute corporelle, c'est un travail, et pas mal de boxeurs n'y arrivent pas. Ils y arrivent très difficilement. Et ce qui est très intéressant, c'est que sont déposés parfois par identification projective des éléments, alors là on retrouve les Lyonnais, mais des éléments difficiles à symboliser qui sont projetés. C'est vrai, vraiment, chez le boxeur qui se retrouve avec des choses qui ne sont pas à lui, quoi. Le tout étant de pouvoir négocier avec une furie théâtralisée pour essayer de travailler sur les furies réelles. Alors soit on n'y croit pas, vous allez les rendre plus violents, vous avez ça, en faisant un combat théâtralisé, vous allez renforcer la violence. Asseyez-vous et parlons, c'est que comme ça qu'on parle chez les gens civilisés. Bon, ça fait rire, on va dire, les Nietzschéens, ça fait surtout pleurer les patients qui sont aux prises avec ça depuis de nombreuses années. Soit on y va, mais alors on considère qu'une furie théâtralisée permet de négocier avec la furie réelle. J'ai une question peut-être un peu naïve, mais si on parle de négociation, est-ce que le temps de parole est vraiment nécessaire? Moi, c'est une question que je me pose parce que si on est dans le corps et dans cette négociation qui moi me fait penser à un savoir-faire ou un savoir-être, est-ce qu'il est nécessaire ensuite de poser un temps de parole? C'est des dispositifs par exemple que propose Edith Lecourt en musicothérapie où elle alterne des temps d'improvisation qui sont limités et des temps de parole sur des phases de musique qui sont enregistrées, donc que les patients réécoutent. Bon, là, c'est pas ça, c'est pas filmé, c'est pas retransmis ensuite, mais c'est une question que je me pose. On rejoint la question de Jean-Michel sur la psychologisation. Si c'est pour faire de la psychologisation, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire la reprise de la parole, qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce que j'ai voulu faire, ça n'a aucun intérêt, on va refermer les choses. Donc on ne propose pas un temps de parole sous l'égide de la psychologisation et de ramener l'inconnu à du connu. On propose un temps d'association libre. Pourquoi? Alors il faudrait faire venir Richard Elbrun. J'entends bien ta question, elle est au cœur des travaux de l'école niçoise, ça je l'ai bien entendu. Et effectivement, c'est une vraie question. Je ne sais pas ce que Elbrun pourrait répondre à ça.
Je vais répondre à titre personnel, mais alors une remarque anthropologique. Je pense que toutes les psychothérapies se basent sur un récit fictionnel qui vient petit à petit prendre la place de la souffrance réelle du patient. Que ce soit la psychanalyse, les gnawa ou la sorcellerie dans le bocage normand. Je pense que ce récit fictionnel qui vient de prendre la place de la souffrance réelle du patient, le temps de parole n'est pas complètement inutile pour continuer de l'élaborer. Alors après, on peut le traduire en termes. Parce que c'est bien de... Et si on veut aller plus loin que ça, je pense que le récit fictionnel est parfois nécessaire à un patient pour s'autoriser ce qu'il n'a jamais pu s'autoriser. Voilà. Et ce récit fictionnel ne sert qu'à ça. Ce serait devenir un adepte, par exemple? Non, parce que l'adepte, on pourrait, c'est là où ça pourrait être très aliénant. Hein. C'est simplement s'autoriser à désirer, s'autoriser à parler, s'autoriser à devenir désirant, parlant, s'autoriser la spontanéité de ses pulsions. Il y a plein de patients en psychobox qui me disent mais c'est pas possible, moi je vais détruire l'autre. Donc ils vivent dans une vie où leur violence est tellement vécue comme catastrophique qu'ils font tout pour ne pas être violents. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est le naturel. Si on ne travaille pas et qu'on ne négocie pas, quand ça vient, il n'y a plus aucun outil pour négocier. Donc pour moi, le récit fictionnel n'est pas un instrument de libération, mais un instrument de négociation. Je crois que la libération ne suffit pas, ensuite il faut négocier. Et là, il y a effectivement peut-être une petite nuance. Pourquoi je suis attaché à ce bon vieux récit que propose l'association Libre, pour pouvoir négocier avec ce qui a été libéré. Effectivement, pour libérer, et je le dis de manière générale, mais j'entends très bien les travaux de l'école niçoise sur ce qui pourrait être mis sur libéré, le temps de verbalisation n'est pas nécessaire. Encore faut-il négocier avec ce qui a été libéré et ne pas penser que comme c'est libéré, c'est thérapeutique d'une manière simple, en soi. Mais là encore, on retrouve des nuances, des positions tierces qui sont peut-être intenables, sans doute. Mais c'est pas grave. Voilà, donc libérer, c'est cet espace qu'on va appeler corporel, c'est beaucoup plus profond que ça. Je vous renvoie aux travaux d'Isabelle Orado ce matin, c'était quand même, qui a un peu parcouru ça. Ça va bien plus loin que travailler corporellement. Hein. Il faut libérer quelque chose, et en même temps, voilà, le récit fictionnel, je le répète une troisième fois, permet de négocier avec ce qui a été libéré. Je pense que c'est nécessaire encore. Peut-être que je m'accroche encore à quelques bribes de psychologisation, mais enfin, peut-être que je n'ai pas complètement tort non plus. J'ai une question une remarque, je sais pas trop, sur cette question du récit fictionnel. Ce que je me disais, est-ce que finalement c'est ouvrir une autre scène? C'est-à-dire permettre, parce que vous avez dit plusieurs fois, le moi n'est pas maître en sa demeure. Et je me demandais, là, dans le cadre de Psychobox, je ne connais absolument pas, est-ce que c'est le moi n'est pas maître en sa demeure parce que c'est l'inconscient, ou parce que dans le fait qu'il y ait le toucher, justement, il y a la dimension du corps réel qui montre qu'on n'est pas que le moi. Non. Il n'y a pas que le moi. Enfin, voilà. Je me posais cette question-là parce que je pensais à la clinique de l'autisme, où là, la contenance, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin par moment de trouver, quand je pense à la machine à serrer de Temple Grandin, des choses comme ça, de retrouver une unité du corps, mais par la dimension d'un contact réel qui va venir comme ça border. Le corps qui n'est encore pas organisme. Ça, c'est un travail qu'on peut faire en psychobox. On retrouve la question de la contenance et des enveloppes. Et le moi n'est pas maître en sa demeure par rapport au réel du corps. Là, je vous renvoie vraiment aux travaux d'Isabelle Orado de ce matin. Parce que c'est vous-même, d'accord. Vous voyez, je vous ai lu sans vous connaître. Et du coup, je vous renvoie à vos propres travaux. Il serait bien de lire votre thèse. Bah écoutez, vous avez posé une question que j'ai bien entendue comme étant typiquement oradienne. Je vous renvoie à vos propres travaux, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. La question que je me pose, c'est la question de la pulsion. J'ai bien entendu comment vous la prenez. Je suis hanté par une approche plutôt nietzschéenne et spinoziste de la pulsion, qui n'est pas complètement compatible avec votre travail remarquable, vraiment. Et du coup, vous le caressez légèrement quand vous allez du côté des stoïciens. Voilà. Donc,
effectivement, vous posez une excellente question à laquelle vous avez la réponse, et je suis d'accord avec vous, avec cette nuance sur que peut la pulsion. Voilà. Et effectivement, sur ce point-là, je lirai vos travaux avec une grande attention. Parce que ce que je trouvais passionnant dans ce que vous amenez, c'est vraiment le côté clinique. C'est-à-dire que quand on a cette clinique où on a affaire à des patients autistes ou qui ont subi des violences, et on ne peut pas dire, allez, asseyons-nous et parlons, comment est-ce qu'on approche les choses et comment est-ce qu'on essaie d'ouvrir finalement, alors le récit fictionnel, si je reprends là au terme, comment est-ce qu'on arrive à ouvrir quelque chose qui permet éventuellement qu'ensuite une parole puisse se connecter. Oui, c'est la phase du combat. C'est la phase du combat. Je suis en train de travailler avec un garçon qui a tué un adulte à l'arbalète, et puis il est allé le poignarder de 4 coups de poignard dans les poumons, et je peux vous dire que là, du côté, c'est moi qui m'y colle au contact, et je suis en contact avec des choses que je ne saurais nommer, qui effectivement renvoient à des ouvertures extrêmement profondes qui ne sont pas de l'ordre du récit fictionnel. Je travaille aussi avec des violeurs en série, des sacrés loulous. Je suis en contact avec des rapports au corps, concrets, je les vis dans mon propre corps, qui ne sont pas de l'ordre du récit fictionnel, qui renvoient à beaucoup plus loin que le récit fictionnel. À quoi ça renvoie ? Je dirais ni plus ni moins que ce autour de quoi vous avez travaillé dans votre thèse. À la nuance que, dans ma clinique, la question que je me pose, c'est au fond, la pulsion, que peut la pulsion ? Donc, c'est-à-dire que dans ce contact de nouage entre la pulsionalité et le geste, qui est un combat de psychoboxe théâtralisé, comment placer le phénomène pulsionnel. Et là, il y a peut-être une toute petite nuance avec la question que vous posez, mais on est au cœur de vos travaux. Et ensuite, sur le récit fictionnel, finalement, il ne sert à rien d'autre qu'à négocier avec ce qui a été libéré. Je ne pense pas que ce soit inintéressant de négocier avec ce qui a été ouvert. Ne serait-ce que... Voilà. Donc le récit fictionnel ne sert qu'à ça, mais quand vous rencontrez quelqu'un qui a été violé, ou un violeur, ou un meurtrier, ou quelqu'un qui a été passé à tabac sans un mot par une mère bipolaire, effectivement, vous touchez à quelque chose de plus lointain, peut-être même que l'inconscient. Je vous rejoins, à quelque chose de l'ordre de la résonance. Reste à véritablement comprendre, et cliniquement, et théoriquement, le rôle de la pulsion dans cette ouverture. Et au niveau théorique, et au niveau du pulsionnel, tel que vous pouvez le ressentir quand vous êtes clinicien et que vous êtes là-dedans. Voilà. Il y a des échanges passionnants qui vont s'ouvrir sans doute. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Juste, je termine. Sur la question du récit fictionnel, je suis entièrement d'accord avec toi sur l'importance du récit fictionnel. Ça dépendra du statut que donnera le clinicien à ce récit. Bien sûr. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que si on est d'accord là-dessus, alors je te suis totalement. Si je vous dis qu'il y a des esprits dans les armes, mais qu'au fond, tu vois, voilà. Si tu je suis pas bien sûr qu'il y en ait. C'est pas pareil que si je vous dis il y en a. Si on est d'accord là-dessus, alors je te suis totalement. Voilà. Mais c'est dans cette ligne-là, c'est-à-dire que tu vois, tu disais le récit fictionnel sert à négocier avec ce qui s'est ouvert. Oui. Ce qui a été libéré même, hein, ouais. Ce qui a résonné. Je me demandais, est-ce que tu conçois également que le récit fictionnel puisse lui-même donner lieu à ouverture? Je me pose la question parce que, pas seulement associatif, il y a un mot que tu as énormément prononcé, c'est la question du crépuscule. Oui. Entre le chien, la question du brouillage des limites, oui, le troisième roi, qui n'existe pas, mais qui est celle où on crée le crépuscule. Sauf que crépuscule, on est d'accord, n'est pas crépusculaire. Crépuscule, oui. Le mot crépuscule n'est pas crépusculaire en soi. Sauf à le dire. Tu entends? Crépuscule.
crépusculum, petite, N'est pas petite crépusculaire. obscurité. N'est Le pas crépuscule en tant que mot n'est pas crépusculaire. Oui, d'accord. Il n'implique en rien un brouillage, sauf à le dire. C'est-à-dire c'est en disant crépuscule que peut-être le mot crépuscule peut charrier avec lui du crépusculaire. Je rajouterai, sauf à le dire sans trop y croire. Voilà. À Ouais. partir du moment où on n'y croit pas trop, on n'y croit pas trop, que vraiment... C'est au statut de la fiction. Voilà, Donc, c'est-à-dire ton récit, qu'effectivement... ton récit peut lui-même donner lieu à ouverture. Il ne sert pas qu'à négocier avec l'ouvert, il donne lui-même lieu. Oui, mais si j'y crois pas trop. Parce que si je dis le crépuscule c'est ça, et je suis sûr que c'est ça, et tu seras adepte du crépuscule quand tu seras sûr que le mot et la chose sont... Non, ça c'est... On peut passer, on peut ouvrir... Enfin, on peut ouvrir et libérer des résonances et faire des parfaits petits soldats guerriers avec ça. On ne peut pas faire que de la grande psychanalyse comme on en fait à Nice, on peut faire des guerriers avec ça. Vraiment. Donc, oui, ça ouvre si on n'y croit pas vraiment. Voilà. Très bien. Nous avons un peu dépassé la limite que nous accorde l'université. Merci infiniment Lionel. Merci Jean-Michel. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 14 janvier et nous aurons le plaisir d'accueillir Pierre Cassou-Noguès, qui est professeur de philosophie à Paris 8 et qui viendra nous parler des logiciens fous, des mathématiciens dingues. Voilà. Bonne fête de fin d'année.